On t'a menti. Pas avec des mots grossiers, pas avec des promesses évidentes, mais avec des images parfaites. Des trophées levés sous les projecteurs, des sourires figés sur des podiums, des chiffres, des titres, des foules qui applaudissent. On t'a appris à admirer la victoire, sans jamais te montrer ce qu'elle exige vraiment. Parce que si tu voyais le prix réel, beaucoup détourneraient le regard. La victoire, telle qu'on te la vend, ressemble à une récompense. Mais pour ceux qui l'ont vraiment atteinte, elle ressemble souvent à une épreuve silencieuse. Ce que le public célèbre, ce sont les sommets. Ce que personne ne filme, ce sont les chemins pour y parvenir. Les nuits où le sommeil ne vient plus, les relations qui se fissurent lentement, sans cri, sans scandale, les moments où le doute devient trop lourd pour être partagé. La réussite ne commence pas par une explosion de joie, elle commence souvent par une séparation intérieure. Séparation d'avec une version plus simple de soi. Séparation d'avec ceux qui ne comprennent plus ton rythme, ton obsession, ton absence. Et c'est là que le malaise commence. Parce que plus tu avances vers ce que le monde appelle la réussite, plus tu t'éloignes de ce qui te rendait humain sans effort. On applaudit ta discipline, mais on ne voit pas la rigidité qu'elle impose. On célèbre ta détermination, mais on ignore ce qu'elle t'empêche de ressentir. Le succès ne frappe pas à la porte en demandant la permission. Il entre, s'installe et commence à prendre. Du temps, de l'innocence, parfois même de la paix. Et le plus troublant, c'est que personne ne te prévient vraiment, parce que ceux qui savent sont déjà trop loin pour revenir expliquer. Alors, on se contente de montrer le résultat, jamais la facture. Car la vérité dérange. La victoire n'est pas gratuite, elle se paie avec des choses que l'argent ne peut pas racheter. Certains y laissent leur santé, d'autres leur capacité à aimer sans méfiance, d'autres encore leur silence intérieur. Et pourtant, malgré tout cela, ils continuent. Pas toujours par choix, parfois par impossibilité de faire marche arrière. C'est là que naît le piège le plus subtil. Plus tu as sacrifié, plus il devient difficile d'admettre que le prix était peut-être trop élevé. Alors tu avances encore, tu montes, tu gagnes, et le monde applaudit plus fort. Mais à l'intérieur, quelque chose commence déjà à se taire. Ce chapitre n'est pas là pour te décourager, il est là pour te rendre lucide. Parce que tant que tu ne vois que la lumière de la victoire, tu avances aveugle vers son ombre. Et dans les prochains instants, tu vas découvrir ce que très peu osent dire à voix haute. La réussite ne révèle pas seulement ce que tu peux devenir, elle révèle surtout ce que tu acceptes de perdre. Et ce prix-là, personne ne peut le payer à ta place. La gloire rapproche les foules, mais elle éloigne presque toujours les cœurs. C'est l'une des premières vérités que découvrent ceux qui montent. Plus tu deviens visible pour le monde, plus tu deviens invisible pour ceux qui te connaissaient vraiment. Au début, c'est subtil. Un dîner manqué, un appel repoussé, une absence justifiée par un objectif plus important. Et puis, sans bruit, l'écart se creuse. Ceux qui t'entouraient continuent de vivre à un rythme humain. Toi, tu avances dans une autre temporalité. Une temporalité faite d'urgence, d'obsession, de pression constante. Ils parlent de repos, tu penses à progression. Ils parlent de moments partagés, tu calcules ce que tu pourrais perdre en t'arrêtant. Alors les conversations changent ou disparaissent. Michael Jordan l'a reconnu tardivement. Au sommet, il ne faisait confiance à presque personne. La paranoïa compétitive l'isolait. Chaque relation devenait potentiellement une menace à sa concentration, à sa domination, à son feu intérieur. Serena Williams, malgré son immense entourage, a souvent évoqué cette solitude mentale écrasante. Être admirée par des millions, sans pouvoir déposer sa vulnérabilité sur une seule épaule, sans être jugée faible. Parce qu'à ce niveau, montrer une faille devient un risque. Et quand la vulnérabilité disparaît, l'humanité suit lentement derrière.
Les proches, eux, ne comprennent pas toujours. Ils voient le succès, ils voient les résultats, mais ils ne sentent pas le poids. Alors ils posent des questions maladroites, ils formulent des attentes normales, et sans le vouloir, ils deviennent une source de tension. Tu te surprends à penser, ils ne peuvent pas comprendre. Et peut-être que c'est vrai. Mais cette pensée marque un point de non-retour. Car à partir de là, tu n'expliques plus, tu t'éloignes. Non par mépris, par fatigue. La gloire ne te rend pas froid, elle te rend sélectif. Et parfois, cette sélection élimine exactement ce dont tu avais besoin pour rester ancré. Les relations deviennent fonctionnelles, les échanges deviennent courts, les silences deviennent plus longs. Et un jour, au milieu de tout ce que tu as construit, tu réalises une chose troublante. Il n'y a personne à appeler sans avoir à jouer un rôle. C'est là que la réussite montre son visage le plus cruel. Elle t'élève, mais elle te coupe de la simplicité d'être compris sans explication. Plus tu montes, moins il y a de mains pour te tenir. Et celles qui restent sont souvent trop loin pour te toucher vraiment. Ce chapitre n'est pas une condamnation, c'est un miroir. Parce que si tu te reconnais dans cette distance, dans cette solitude feutrée, alors tu comprends déjà ce que beaucoup refusent d'admettre. La gloire ne détruit pas les liens par violence, elle les use par silence. Et ce silence-là, peu savent comment le traverser sans se perdre eux-mêmes. À un certain niveau, la réussite cesse d'être une ambition. Elle devient un contrat tacite. Un contrat sans signature, sans témoin, mais dont les clauses sont implacables. Tu avances, et en échange, quelque chose est prélevé. D'abord, c'est le corps. Les signaux sont discrets au début. Une fatigue persistante, un sommeil fragmenté, une tension qui ne redescend jamais vraiment. Tu appelles ça de la discipline, tu appelles ça du professionnalisme, tu dis que ça fait partie du jeu. Kobe Bryant s'entraînait quand les autres dormaient. Pas pour être admiré, mais parce qu'il avait accepté l'idée que son corps serait le prix à payer pour l'excellence. Ce que peu disent, c'est que le corps encaisse, jusqu'au jour où il réclame la dette. Blessures chroniques, douleurs normalisées, épuisement maquillé en mentalité de gagnant. Et quand le corps faiblit, l'esprit prend le relais. C'est là que l'obsession entre en scène. Tu ne peux plus t'arrêter. Pas parce que tu ne veux pas, parce que tu ne sais plus comment. Chaque pause ressemble à une menace, chaque ralentissement devient une peur, tu confonds repos et régression. Alors tu forces. Tu repousses les limites mentales comme tu as repoussé les limites physiques. Tu sacrifies la clarté pour la performance, la paix pour la productivité. Et sans t'en rendre compte, tu fais de ton âme une monnaie d'échange. Les pensées deviennent répétitives, le silence intérieur disparaît, tout ton être est tendu vers un seul objectif. Réussir. Encore. Toujours. Elon Musk a parlé de semaines à plus de 100 heures, de nuits sur le sol d'usine, de périodes où la pression frôlait la rupture mentale. Pas comme une glorification, comme un constat brutal. À ce niveau, l'équilibre n'existe plus. La question n'est plus « jusqu'où puis-je aller ?», mais « combien puis-je encore perdre sans m'effondrer ?» C'est ici que la bascule morale se produit. Parce que tant que tu gagnes, le monde te félicite. Personne ne t'arrête quand tu te détruis lentement. Au contraire, on t'encourage. On applaudit ton acharnement, on admire ton endurance, on te cite en exemple. Mais personne ne te demande si tu tiens encore debout à l'intérieur. Et toi, tu n'oses plus te poser la question, car reconnaître l'épuisement, ce serait admettre que le prix est peut-être trop élevé. Et quand tu as déjà tant sacrifié, cette idée devient insupportable. Alors tu continues, même vidé, même fracturé, jusqu'à ce que quelque chose cède. Ce chapitre est un point de rupture volontaire, parce qu'il force une vérité que beaucoup évitent. Quand la réussite exige ton corps et ton âme comme monnaie d'échange, ce n'est plus une conquête, c'est une négociation dangereuse. Et ce qui s'annonce ensuite, ce sont les dernières vérités. Il arrive un moment où le bruit s'éteint. Plus d'applaudissements, plus d'objectifs à cocher, plus de rôle à tenir. Seulement le silence.
c'est souvent là, à la fin, que tombent les vérités que personne n'a voulu entendre au début. Steve Jobs, affaibli par la maladie, l'a exprimé avec une lucidité désarmante. Lui qui avait redéfini des industries entières, reconnues par le monde entier, a laissé cette pensée simple, presque nue. La richesse et la reconnaissance perdent toute signification quand le corps lâche, quand la fin se rapproche, quand il ne reste que ce que l'on a été et non ce que l'on a possédé. Il ne parlait plus d'innovation. Il parlait d'essentiel. Ces paroles n'étaient pas un rejet de l'ambition, elles étaient un avertissement tardif. Heath Ledger, quant à lui, portait le poids d'une intensité intérieure que peu comprenaient vraiment. Ceux qui l'ont côtoyé parlaient d'un esprit incapable de s'arrêter, d'une immersion totale, d'une frontière floue entre le rôle et l'être. À la fin, ce n'est pas le talent qui a manqué, c'est le repos de l'âme. Anthony Bourdain, voyageur infatigable, conteur brillant, voix respectée, a laissé derrière lui une phrase qui résonne comme un murmure lourd de sens. Le succès n'immunise pas contre la douleur intérieure. Être entouré, admiré, écouté ne garantit pas d'être en paix. Ces voix ne sont pas des symboles à exploiter. Elles sont des témoins. Des témoins d'une réalité que la réussite ne protège pas. Des témoins du fait que l'élévation extérieure n'efface pas les failles intérieures. Quand tout s'arrête, il ne reste pas les rosiers. Il reste les nuits, les pensées récurrentes, les choix qu'on n'a jamais questionnés. Et c'est peut-être là la vérité la plus grave. Beaucoup réalisent trop tard qu'ils ont confondu intensité et sens, mouvement et direction. Ce chapitre ralentit volontairement parce que ces vérités ne supportent pas la vitesse. Elles demandent du silence, de l'écoute, du courage. Il ne s'agit pas de juger, il s'agit de comprendre. Comprendre que le succès, lorsqu'il n'est pas accompagné de conscience, peut devenir un lieu de solitude extrême. Comprendre que la reconnaissance ne remplit pas les espaces intérieurs laissés vides trop longtemps. Comprendre que même les plus admirés finissent face à eux-mêmes, sans filtre, sans public. Ce moment-là n'est ni spectaculaire ni viral. Il est intime, définitif. Et si ces vérités nous dérangent, ce n'est pas parce qu'elles sont fausses, c'est parce qu'elles nous obligent à regarder plus loin que l'image, plus loin que la performance. Car avant le silence final, il y a toujours un instant de lucidité, un instant où l'on comprend enfin ce qui comptait vraiment. La question n'est pas de savoir si ce moment viendra, il vient pour tous. La question est, l'écouteras-tu assez tôt ou trop tard? À ce stade, il n'est plus question d'eux, ni des icônes, ni des figures admirées. La question revient à toi, car la vérité, maintenant, est claire. La réussite n'enlève rien par surprise. Elle demande, et elle attend que tu acceptes. Pas en une fois, progressivement, presque poliment. Tu ne perds pas tout d'un coup, tu concèdes un week-end, un appel, un silence intérieur que tu promets de retrouver plus tard. Puis un jour, sans annonce, tu réalises que ce plus tard n'existe plus. C'est ici que Esprit vainqueur commence réellement. Pas dans la conquête, dans la lucidité. Parce que la vraie question n'est pas « que suis-je prêt à gagner ?», mais « qu'est-ce que je refuse de perdre quoi qu'il arrive ?» Ta paix, ton corps, ta capacité à aimer sans calcul, ton intégrité quand personne ne regarde. La force n'est pas de tout sacrifier, la force c'est de choisir consciemment. Choisir de dire non à ce qui t'élève extérieurement, mais t'appauvrit intérieurement. Choisir de ralentir quand tout te pousse à accélérer. Choisir de rester humain dans un monde qui récompense l'inhumanité fonctionnelle. Ce choix-là n'est pas spectaculaire, il n'attire pas les applaudissements, mais il construit quelque chose de rare, une solidité qui ne dépend pas du regard des autres. C'est ici que beaucoup s'arrêtent, parce que regarder cette vérité en face demande plus de courage que poursuivre aveuglement. Car une fois que tu sais, tu ne peux plus faire semblant, tu ne peux plus dire que tu ne savais pas,
Tu ne peux plus accuser le système, la pression, les circonstances. Tu deviens responsable de ton propre axe. Et cette responsabilité fait peur, parce qu'elle t'oblige à redéfinir la victoire. Peut-être que gagner, ce n'est pas aller plus loin. Peut-être que gagner, c'est rester entier. Peut-être que la discipline la plus élevée n'est pas celle qui pousse à l'extrême, mais celle qui protège l'essentiel. Ce chapitre n'est pas une conclusion, c'est une ligne de fracture. D'un côté, ceux qui continueront à confondre puissance et destruction, de l'autre, ceux qui commencent à comprendre que la force réelle est invisible. Si ces mots résonnent, ce n'est pas un hasard, c'est le signe que quelque chose en toi refuse de s'éteindre. Et si tu choisis de rester sur ce chemin, si tu veux comprendre ce que peu voient, alors reste présent. Parce que ce qui vient ensuite ne parle plus de sacrifice visible, mais de la force que personne ne voit. La vraie force commence après cette prise de conscience, et c'est exactement là que commence l'épisode suivant.